Bonjour. Bien, je vous remercie donc d'être indulgent puisque Laurence donc n'a pas pu venir. Donc voilà, nous avons maintenu cette présentation, même si nous travaillons ensemble. C'est vrai que je n'ai pas forcément revisité toutes les données immédiatement à fond. Donc je vous remercie de votre indulgence. Voilà. Alors, donc Tchernobyl, on a parlé du sol, on a parlé de l'eau, on a parlé des déchets, on a parlé de toutes les plantes et les animaux qu'on peut imaginer. Donc là, maintenant, on va parler un peu d'hommes et de femmes, sachant que donc, ces conséquences sur la santé humaine ont été effectivement très commentées et sont toujours très commentées. Il y a eu un certain nombre d'ouvrages et de prédictions alarmantes qui se sont succédés, et notamment donc cet ouvrage-là qui est annoncé là, Yablokov, qui est paru, je crois, en 2009, et qui donc visait à prédire, si on peut dire, les conséquences qui vont donc de la morbidité en passant par le vieillissement jusqu'à la mortalité, cancer et maladies non cancéreuses. Notamment donc M. Yablokov a essayé donc d'estimer la mortalité globale dans les années entre 86 et 2004 avec un excédent de 985 000 morts à travers le monde. Donc ça veut dire pour lui, dans ses calculs, sur plus de 350 millions de personnes. Néanmoins, les comptes qu'il a faits sont quand même assez, pas fantaisistes, mais enfin on va dire, le moins qu'on puisse dire, c'est qu'ils sont imprécis, puisqu'il a ajouté des mortalités sans dire exactement comment les calculs étaient faits. Donc bon, c'est un chiffre qu'on peut citer parmi d'autres prévisions. Si vous voulez vous y référer, il y a plus de 300 pages, si vous avez un peu le temps de lire. Vous pourrez voir ces études collationnées, mais qui n'ont pas fait l'objet de reviewing international. Donc si on revient donc aux différentes populations, on va dire, si on vient aux différentes populations qui ont été concernées donc, par effectivement l'accident de Tchernobyl, on peut d'abord évidemment penser aux intervenants d'urgence qui ont été les premiers en ligne, puisqu'ils étaient soit parmi les techniciens de la centrale, soit les pompiers, soit les militaires, et ils ont donc participé à éteindre l'incendie, qui a été, avec du graphite, qui a été bien décrit ce matin. Et donc, malheureusement, ont été déplorés 134 syndromes aigus d'irradiation, avec évidemment des expositions externes pour lesquelles la dose gamma a notablement varié selon les travaux qui avaient été effectués entre 0,8 et 16 degrés. La contamination interne, elle, a été, on comprend, beaucoup plus faible compte tenu des postes qui ont été, des actions, je veux dire, qui ont été menées. C'était l'irradiation externe qui était le plus important. Ça, vous savez, avec le parachutage de sable, de matériaux, on voit bien, c'était la contamination, l'irradiation externe. Et donc, dans les mois qui ont suivi, ils sont intervenus 28 décès, après 2 morts immédiats, dont je crois Didier Champion avait parlé ce matin. Donc, il y a eu 28 décès dans les premiers mois, donc, parmi ces syndromes aigus d'irradiation. 13 ont subi donc, une greffe de moelle osseuse, mais il y a eu 12 décès, donc évidemment, c'était des doses vraiment énormes, on peut dire. Parmi donc, les autres intervenants, donc, on a pu noter également des brûlures radio-induites liées à l'exposition externe, notamment du césium, avec des doses énormes là aussi. On se demande parfois si on ne s'est pas trompé d'un facteur 10, mais donc c'est bien 4 à 500 Gray. Donc avec ces caractéristiques de brûlures qui creusent, les brûlures radiologiques, avec donc venant aggraver, on va dire, le syndrome aigu d'irradiation, donc avec, lorsqu'il y avait des brûlures, je veux dire, de plus de la moitié de la surface corporelle, qui, avec les infections qui s'en sont suivies, donc ajoutaient donc 19 décès.
comme les doses étaient très élevées, vous savez que c'est le système hématopoïétique qui est touché, on va dire, en premier, c'est le plus radiosensible, mais comme les doses étaient très élevées, il y a eu également des syndromes au niveau gastro-intestinal, 15 travailleurs, et 8 d'entre eux ont donc également eu une pneumopathie radio-induite. Donc on a vraiment des tableaux extrêmement graves. Ces intervenants d'urgence, donc, ils ont été suivis dans la suite, évidemment, des événements, là, parmi les 600 dont je vous ai parlé. Donc, ils ont été suivis, mais néanmoins, le suivi médical n'a pas été si simple, puisque les méthodes ont varié selon les endroits où ils étaient suivis. Donc, la durée d'investigation, les critères n'étaient pas tous les mêmes. Donc, c'était soit au Burnasian Federal Medical Biophysical Center à Moscou, d'autres dans un centre ukrainien de recherche sur la médecine des radiations. Donc, ces méthodologies étaient assez différentes. On peut quand même noter que entre 1987 et 2006, donc parmi ces intervenants d'urgence, certains ont pu guérir du syndrome hématopoïétique. Néanmoins, donc, il y a eu aussi des effets, bien évidemment, avec des délais plus longs, des effets à long terme, avec une augmentation de cancer hématologique, hein, dont 3 cas de syndrome myélodysplasique et 2 leucémie myélode-choroïde et aiguë. Ensuite, on peut également considérer que parmi ces survivants, on va dire, hein, du syndrome aigu d'irradiation, certains ont présenté des lésions cutanées radio-induites qui, comme je vous le disais, comme ça creuse, il a fallu intervenir chirurgicalement et nombreux, évidemment, ont été ceux qui ont eu des lésions cutanées de type dermite, fibrose, enfin des choses qu'on a pu observer, j'allais dire, au début de l'utilisation des rayonnements. Sur un autre plan, on sait également que l'irradiation externe peut entraîner, enfin l'exposition aux radiations peut entraîner l'apparition de troubles au niveau du cristallin et donc des cataractes, un certain nombre de cataractes radio-induites. Parmi ces survivants, 23 ont été notés, sachant que le seuil était évidemment est normalement élevé, mais les seuils qui ont été, j'allais dire, utilisés dans leur méthode étaient différents selon l'endroit où les personnes avaient été suivies, 3,2 degrés ou moins de 1 degré. Donc, par rapport au suivi médical des intervenants d'urgence, on est là maintenant vraiment dans les effets, je dirais, long terme. Hein. Quelques cas d'hypothyroïdie également ont été notés, hein, ce qui intervient pour des effets, pour des doses à la thyroïde très élevées, hein, en général, à partir de 9 degrés. Des cas de cancer solide, quelques-uns ont été diagnostiqués, 4, 1 du rein, du côlon et 2 de la thyroïde, chez des personnes qui avaient en moyenne 45 ans et donc plus de 10 ans après l'accident. Néanmoins, ce qu'il faut souligner, c'est que, évidemment, plus on allonge la période de suivi, hein, plus on va pouvoir rencontrer de pathologies cancéreuses ou non d'effets à long terme qui sont aussi liées à un vieillissement des survivants. Alors, ce qu'il faut préciser, c'est que il n'y a pas de corrélation qui a été observée entre une sévérité du syndrome aigu d'irradiation et le développement de pathologies ultérieures du système nerveux central, gastro-intestinal ou cardiovasculaire dans cette retour d'expérience grandeur nature. Une autre population de personnes qui a été bien sûr très visée, c'est celle des liquidateurs, qui eux sont venus, j'allais dire, de partout, enfin, au sens où plutôt d'abord évidemment des républiques alentour de Tchernobyl, l'Ukraine, Russie, Biélorussie, mais aussi des républiques d'Asie centrale,
ou d'Extrême-Orient, on était encore dans l'Empire soviétique. Et donc, en fait, on a pu comptabiliser à peu près 600 000 liquidateurs, voire plus, qui donc se sont attaqués à... Alors là, on n'était plus dans la phase immédiate, on va dire, mais dans la phase de décontamination, construction du sarcophage et début de réhabilitation. Donc là, ont été appelés, on va dire, des hommes relativement jeunes, de 20 à 40 ans, qui ont reçu donc des doses moyennes d'environ 120 millisieverts. En tout cas, surtout pour les premiers, j'allais dire, pour ceux qui sont arrivés en premier. De toute façon, il est bien évident qu'il y a des grandes incertitudes, je veux dire, sur l'estimation de doses individuelles, puisque on a des facteurs jusqu'à 5 qui ont été estimés de fourchettes de variation, avec des valeurs donc, qui pourraient aller pour 85% d'entre elles entre 20 et 500 millisieverts. En 86, et donc là, on a surtout eu donc, des travailleurs ukrainiens qui étaient impliqués dans les opérations les plus difficiles sur le site même et dans la zone d'exclusion, et eux ont reçu des doses plus élevées, en moyenne 150 millisieverts, alors que ceux qui venaient de plus loin, finalement, ont reçu des doses... Enfin, ce n'est pas parce qu'ils venaient de plus loin, mais c'est parce qu'ils sont venus probablement après qu'ils ont reçu des doses de l'ordre de 10 millisieverts. Voilà. Ce qu'il faut souligner également, c'est que les périodes les missions, je veux dire, ne dépassaient pas 6 mois, dans la mesure où, quand même, il y avait une volonté de réduire l'exposition de ces travailleurs. Alors, qu'en est-il de la dosimétrie? Enfin, du moins, qu'est-ce qu'on peut dire de la dosimétrie? On a, comme je le disais, beaucoup d'incertitudes. Néanmoins, il y a une estimation qui a été faite dans les premiers jours, quelques premiers jours après l'accident, sur un petit groupe de liquidateurs, enfin un petit groupe 600, et qui a permis d'évaluer, on va dire, mais avec tout ce qu'il y a d'incertitude, d'évaluer une dose moyenne de 0,21 Gray à la thyroïde de ces personnes. Néanmoins, donc, il y avait un très petit nombre de mesures. Ils ont estimé qu'ils avaient une incorporation unique d'iode 131 et qu'ils n'avaient évidemment pas eu de prophylaxie iodée. Concernant le cancer de la thyroïde, il a été observé un taux plus élevé de cancer de la thyroïde par rapport à la population générale, mais en général, la corrélation n'a pas pu être mise en évidence entre la dose externe reçue et le développement d'un cancer de la thyroïde. On sait que l'adulte n'est pas à proprement parler radiosensible, j'allais dire, à un développement de cancer de la thyroïde lorsqu'on a été irradié à l'âge adulte. En ce qui concerne les leucémies, qui étaient, certains l'ont dit avant moi, qu'on attendait le plus, il y a eu effectivement une augmentation des leucémies chez des liquidateurs de Biélorussie et des fédérations de Russie, d'Ukraine et des pays baltes, mais petit nombre, donc forte incertitude dans la reconstitution de la dose également, et non prise en compte le plus souvent de facteurs confondants non négligeables avec l'exposition à évidemment des produits toxiques également. Du coup, le suivi médical de ces liquidateurs a montré, en tout cas, qu'il n'y avait pas d'émergence évidente, on va dire, de pathologie tumorale. Compte tenu de la faible puissance statistique des personnes exposées, des incertitudes quant aux doses reçues et de cofacteurs, le plus souvent mal définis. Il y a eu une augmentation de l'incidence des leucémies et des cataractes pour les doses les plus élevées, mais qui n'ont pas pu, là aussi, être attribuées de manière évidente à l'exposition au rayonnement ionisant, du fait qu'il y avait des données qui n'étaient pas concordantes. En revanche, ce qui a été donc observé quelques années après l'accident, c'est le développement de pathologies psychiatriques,
en plus des syndromes de stress post-traumatique, comme des syndromes d'anxiété, dépression, schizophrénie, mais aussi des baisses de capacité cognitive ou d'attention. Malheureusement, également, ont été notés une augmentation significative des cas de suicide, jusqu'à 2 fois plus qu'au sein de la population de référence. Mais dans l'ensemble, ces événements, ces maladies ou ces anomalies, on va dire, dans le nombre de maladies, n'ont pas été directement liées à l'exposition au rayonnement, mais on les attribue plutôt aux conséquences du stress induit par l'accident technologique d'ampleur. Concernant maintenant la population de Biélorussie, des 3 républiques avoisinantes, on va dire, vous savez qu'un grand nombre de personnes ont été évacuées, ça a duré quand même plusieurs mois, environ 120 000 personnes qui ont été évacuées. Parmi la population qui était, on va dire, exposée, dans les 6 millions de personnes qui étaient exposées, il y avait, je crois, il me semble, à peu près 1 million d'enfants, d'enfants jeunes. Et les doses maximales, quand même, qui ont été reconstituées, étaient de l'ordre de 380 millisieverts, mais avec une dose moyenne de 15 millisieverts. Les doses délivrées au corps entier donc par le césium, effectivement, ont pu être reconstituées de l'ordre de quelques centaines de millisieverts au cours des années suivant l'accident. Même si, bon, évidemment, de nombreuses mesures ont été faites chez ces personnes, en essayant de tenir compte des modes d'exposition, il y a toujours des incertitudes qui expliquent ces fourchettes très importantes, mais ont pu être donc évaluées des doses à la thyroïde chez l'adulte de 0,05 à plus de 5 Gray, mais plus grave, chez l'enfant, entre 1 et 10 Gray. Du reste, entre 1991 et 2005, près de 7000 cas de cancer, ce n'est pas tout à fait 7000, c'est 6500, je ne sais plus exactement, mais près de 7000 cas de cancer de la thyroïde ont été diagnostiqués chez des jeunes de moins de 18 ans, avec notamment une proportion importante qui a été attribuée au fait que ces jeunes ou enfants ou adolescents avaient bu du lait qui était contaminé. Ce que je voulais également mentionner, c'est que dans ce groupe de moins de 18 ans, la majorité avait, il y en a je ne sais plus combien, bien plus des 2 tiers qui étaient, c'était pas, il y avait, oui, c'est-à-dire qu'il y avait 14 ans, oui, c'est ça, là c'est jusqu'à 18 ans, pardon, je me trompe pas, jusqu'à 18 ans. Il y a eu également des décès, pour ceux qui n'ont pas été pris en charge suffisamment tôt, mais donc ça veut dire qu'on a en tout cas un poids important de la contamination interne qui a été probable, et également à rajouter le fait que parmi la population, donc vous savez qu'il y avait une déficience en iode stable de la ration alimentaire qui était importante, ça c'est très important. Alors, ce qu'il faut noter quant au risque, c'est qu'il reste élevé chez les individus exposés au jeune âge, même 25 ans après l'accident. On est dans des maladies qui peuvent apparaître plusieurs décennies après l'irradiation. Et ce qui a été observé, intéressant aussi, c'est que ce risque est moins important chez les enfants qui ont reçu une supplémentation en iode stable, même après l'accident de Tchernobyl. Alors, par contre, ce qu'il faut bien souligner, parce que parfois il y a des mélanges, aucun excès significatif d'autres cancers solides, hormis la thyroïde, n'a été mesuré dans les populations exposées. Parce que parfois il y a des mélanges, on vous dit la leucémie augmentée, non, ça n'a pas été observé. Récemment, d'ailleurs, il y a une étude qui a été menée par Hatch et ses collaborateurs dans le nord de l'Ukraine, mais peut-être des collègues après moi vont en parler, donc sur l'incidence de cancer non thyroïdien au sein d'une cohorte d'environ 13 000 individus qui étaient jeunes au moment de l'accident, moins de 18 ans.
et qui donc ont été suivis jusqu'en 2009, qui ont été comparés donc, dans le cadre du registre national des cancers ukrainiens. Et donc là, c'est les différents cancers en dehors du cancer de la thyroïde, leucémie et lymphome, et qui a montré qu'il n'y avait effectivement pas d'augmentation de l'incidence des cancers étudiés. Donc voilà, à retenir uniquement dans la population, augmentation de cancer de la thyroïde. En ce qui concerne toujours la population, donc des études épidémiologiques ont conclu à une augmentation des risques cardiovasculaires dans la population la plus exposée. Néanmoins, ces études souffrent, on va dire, de quelques limites méthodologiques et statistiques, car n'ont pas été pris en compte le plus souvent le mode de vie des patients, l'indice de masse corporelle, la consommation d'alcool et de tabac, qui sont effectivement, bon, comme on le sait très bien, des facteurs importants, notamment dans la genèse de maladies cardiovasculaires. Concernant les pathologies auto-immunes qui ont pu être évoquées également, notamment de la glande thyroïdienne, aucune démonstration épidémiologique n'a été faite, qu'il s'agisse donc de populations dans les 3 républiques exposées. Et concernant les malformations infantiles, ce qui a été beaucoup, bien sûr, craint, je veux dire, après 86. Donc l'OMS a donc rassemblé des experts sur ce sujet et il a été considéré, il a été noté que la mortalité, qu'il s'agisse de la mortalité infantile, donc notamment, elle n'était pas significativement modifiée par rapport à celle des zones non contaminées, on va dire. Et d'autres études qui se sont intéressées donc là, à des éléments, donc j'ai été un peu trop longue, à l'instabilité génétique transgénérationnelle. Eh bien, il a été montré des anomalies, mais ce n'est pas pour autant que ça conduit à une pathologie. Donc, ce petit graphique pour vous montrer que dans cette question de malformation congénitale, ce n'était finalement pas dans les oblasts, enfin dans les sous-parties des républiques qui étaient les plus exposées que finalement l'augmentation des malformations congénitales était augmentée le plus. Concernant toujours la population, donc je l'ai dit, bon, ça a été observé pour les liquidateurs, mais également dans la population, des syndromes de stress post-traumatique sont apparus dans une grande partie de la population, avec des désordres mineurs, mais aussi plus sévères, et notamment chez certaines mères craignant pour leur enfant, pour le futur. Des études neurocognitives ont été faites du reste chez des enfants qui avaient été exposés donc, pendant leur vie fœtale, qui ont montré l'émergence de désordres cognitifs infantiles, mais toutes ces études, généralement, on a du mal à conclure parce qu'il y a toujours des problèmes méthodologiques qui fait qu'on peut avoir effectivement pas uniquement les rayonnements qui peuvent être pris en cause. Concernant l'impact sanitaire en Europe, la dose à la thyroïde a été généralement très très faible. Il y a bien effectivement une augmentation des cancers de la thyroïde qui a été observée, mais depuis les années 75. On repose là-dessus sur le cancer de registre Champagne-Ardenne, qui a été donc observé effectivement cette augmentation, mais pour tous les types de cancers, tous les âges, et on pense que c'est dû à un meilleur dépistage du fait de l'évolution de l'échographie. Ce petit schéma a pour vocation de vous montrer que la France était effectivement, je ne peux pas vous montrer, je n'ai pas de pointeur, dans des valeurs très très faibles, même pour des âges, je dirais, en deçà de 6 ans. Vous savez que ce sont les jeunes enfants qui sont les plus à risque. Et donc, effectivement, les doses à la thyroïde dans les autres pays d'Europe étaient extrêmement en dessous des valeurs qui peuvent être qui peuvent provoquer des cancers de la thyroïde.
Alors, mes conclusions, donc ça va aller vite. Parmi donc, les intervenants d'urgence, vous avez compris qu'il y avait eu plus de 100 qui avaient été hospitalisés. Il est certain donc, que les décès de 28 d'entre eux et les syndromes aigus d'irradiation développés chez 106 travailleurs sont attribuables effectivement à une exposition aux fortes doses de rayonnement ionisant. Néanmoins, comme je vous l'ai dit, le suivi de ces survivants est à harmoniser de manière à avoir des caractères, des critères qui permettent vraiment de comparer parmi les survivants. Néanmoins, donc, les différentes pathologies qui sont à craindre sont toujours suivies. Sur les liquidateurs, une augmentation de certaines pathologies, effectivement, a été notée. Cependant, on souffre souvent d'un faible pouvoir statistique avec des incertitudes importantes, et donc de nouvelles études internationales seraient utiles. Ce qui est sûr, c'est que le développement de pathologies psychiatriques et l'augmentation des cas de suicide ont été observés, mais ils ne seraient pas directement liés à l'exposition au rayonnement. Et enfin, sur la population, c'est très largement les cancers de la thyroïde qu'il faut retenir, avec donc un nombre de cas de plusieurs milliers, là où on en attendait quelques dizaines, notamment imputables à la consommation de lait contaminé à l'iode 131, avec également des conséquences psychologiques pour lesquelles la part de la responsabilité des rayonnements ionisants, compte tenu par ailleurs de la désorganisation de la vie quotidienne, n'est pas absolument prouvée. Voilà. Je vous remercie. Et je m'excuse d'avoir été trop longue. Merci beaucoup, Florence.